Moi, j'ai trouvé un vidéoconférence. Je l'appelle. Je suis en vidéoconférence. Je l'appelle. Allô? D'accord, oui, monsieur Magalou, avec votre permission, on va commencer Oui, la... allez-y, monsieur D'accord. Diallo, allez-y. Ok, merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les participants au nom du CNPM. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire du CNPM dont le thème aujourd'hui est la non-double imposition en matière fiscale, contenu et implication. Donc, pour ce webinaire d'aujourd'hui, nous aurons comme modérateur M. Mao Makalou, Modibo Mao Makalou, qui est économiste bien connu. Ensuite, comme panéliste, nous aurons M. Chekna Touré, qui est juriste fiscaliste. Deuxième panéliste, M. Sori Ibrahim Magangile, fiscaliste. Et M. Ibrahim Kamara, qui est inspecteur des impôts, qui s'est joint à nous. Et on le remercie pour ça. Et le dernier panéliste, c'est M. Djadje Soumaré, président de l'Union des ambassadeurs. Voilà. Donc, encore une fois, vous souhaitons la bienvenue et j'espère que ce webinaire d'aujourd'hui sera riche en enseignements et permettra aux uns et aux autres de bien camper cette notion de non-double imposition qui est d'actualité aujourd'hui. Donc, vraiment sans plus tarder, je vais passer la parole à notre vice-président délégué, M. Sidi Danigo, pour son mot introductif. Monsieur le vice-président, la parole est à vous. Votre micro est fermé. Merci. Merci, M. Diallo. Merci. Bonjour à tous. Je vous souhaite la cordiale bienvenue au nom du CNPM, au nom de son bureau, au nom du président et de tous les membres et de tous les chefs d'entreprise et tout le secteur privé. Nous avons le plaisir de nous retrouver pour parler encore de fiscalité. Ça montre que ce sujet, il est très important ici dans notre communauté d'hommes d'affaires et de tous ceux qui sont impliqués dans l'encadrement de l'économie. Nous avons le plaisir de nous retrouver pour reparler d'un sujet qui récemment a dominé l'actualité et qui a donc imposé ce sujet comme étant un sujet très important à discuter, la non-double imposition en matière fiscale, contenu et implication. Je voudrais vous déjà remercier encore une fois les personnes qui se sont rendues disponibles pour animer ces discussions. D'abord, notre modérateur, M. Modibo Makalou, économiste, tous nos panélistes, M. Marangile, M. Touré, M. Kamara, M. Soumaré. Et je pense que c'est plus tous nos experts qui sont en ligne qui ne vont pas rater l'occasion de nous faire des contributions très intéressantes. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous allons apprendre. Et nous pensons que ce thème, si on l'a choisi, c'est que vous le savez tous, récemment, notre État, en combinaison avec l'État du Niger, ont dénoncé le 5 décembre dans un communiqué conjoint les accords de double imposition avec la France. Et donc, ça prendra fin dans 3 mois. Cette décision a forcément un impact économique et on sait que ces impacts peuvent tantôt être positifs ou négatifs. Nous voulons donc comprendre le contenu de cette décision, les modalités d'application et surtout l'impact économique pour les entreprises et les chefs d'entreprise. En fait, nos membres nous ont pressés parce qu'ils veulent tout savoir, ils veulent comprendre. Et au niveau du CNPM, nous avons donc pensé qu'il ne fallait surtout pas laisser ce débat dans la rue. Il fallait l'amener donc au niveau des chefs d'entreprise, au niveau des spécialistes de la fiscalité, au niveau des économistes, au niveau de tous ceux qui touchent à cette matière et à ce sujet, pour que ce soit eux qui puissent nous éclairer et nous donner les éléments factuels pour comprendre le bien fondé de cette décision. Nous comptons donc sur à la fois nos panélistes, le modérateur, mais aussi aux participants pour que nous puissions bénéficier de votre expertise, de votre expérience et que vous puissiez nous édifier et nous éclairer. J'encourage évidemment tous les participants aussi à travers des questions et des contributions à compléter la compréhension que nous allons avoir et des éléments que nous allons avoir tout de suite de nos panélistes et de notre modérateur. Et à présent, je vous souhaite bon débat à tous. Je pense que maintenant, c'est le modérateur qui va prendre le relais et nous lui passons la main. Merci, le président Danyoko.
Merci au président Danyoko et au secrétaire général adjoint, M. Diallo. J'aimerais dire bonsoir à toutes celles et tous ceux qui participent à cet important webinaire qui est d'actualité. J'aimerais remercier les organisateurs, le Conseil national du patronat du Mali, mais aussi l'État du Mali qui quand même est en train de jouer sa participation dans le renforcement du dialogue public-privé. Et je pense que nous sommes l'un des rares pays en Afrique qui puisse quand même entretenir ce genre de dialogue sur des sujets aussi brûlants que les recettes fiscales, la fiscalité et la politique économique tout court. Monsieur Danyoko a bien dit, cette convention, évidemment, elle a été signée le 22 septembre 1972 à Paris. Le titre réel de la convention, c'est Convention tendant entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre. Donc, le titre est long, mais le sujet est quand même capital. Donc, presque 50 ans maintenant après la signature de cette convention, elle vient d'être dénoncée conjointement par la République du Niger et du Mali, comme vient de le rappeler le président Danyoko, le 5 décembre 2023. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du 5 mars 2024, évidemment, la double imposition pourra s'imposer de part et d'autre. Parce que nous allons surtout nous concentrer sur la convention qui liait la France au Mali. Et je pense que l'emphase a été mise surtout sur les entreprises, mais je pense que l'aspect social aussi est très important, surtout socio-économique, parce qu'il faut aussi prendre en compte les particuliers que ça va toucher et donc dans la vie de tous les jours. Donc, sans plus tarder, vous savez tous que notre Parlement vient d'adopter la loi de finances, le projet de loi de finances 2024, et qu'il en ressort qu'il va avoir un déficit budgétaire d'environ 682 milliards. Et donc, ça veut dire que les dépenses budgétaires sont supérieures aux recettes budgétaires. Donc, dans la loi de finances rectifiée qui a précédé ce projet de loi de finances, les recettes fiscales nettes attendues par l'État étaient de 1897 milliards de francs CFA. Sur ces 1897 milliards de francs CFA, il y a environ 721 milliards qui étaient attendus de la douane et il y a 1167 milliards qui est attendu des impôts. Maintenant, dans le projet de loi de finances 2024, il a attendu 795 milliards des douanes et 1260 milliards des impôts. Et vous savez que pratiquement les recettes fiscales constituent à peu près 95% des recettes de l'État. Donc, et évidemment, la pression fiscale est passée par là parce que vous le savez aussi que nous avons des critères de convergence qui nous lient à 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire les recettes fiscales par rapport au produit intérieur brut. Et dans la loi des finances rectifiée 2023, nous étions à 14,6%, alors que la norme est de 20%. Et dans le projet de loi de finances 2024, il est prévu que nous atteignions 14,8%. Donc, nous sommes encore loin des 20%. Mais aussi, par rapport à la dette publique, selon les critères de convergence, la dette publique devrait être inférieure par rapport au PIB. Le poids de la dette publique par rapport au PIB devrait être inférieur à 70%. Au Mali, dans la loi des finances rectifiées, nous étions à 50,7% et il est prévu que nous soyons à 51,6%. Donc, nous sommes en bonne position dans l'UEMOA. On peut dire que nous sommes un pays qui n'est pas très endetté pour le moment. Mais comme je l'ai redit la dernière fois par rapport à l'élargissement de l'assiette fiscale, vous savez que le monde est en turbulence actuellement.
il y a beaucoup de tumultes sur le plan économique après la Covid en 2020, après la guerre en Ukraine qui continue jusqu'à présent depuis 2021, les secousses au Moyen-Orient. Les prix du baril continuent à augmenter et vous savez que le Mali, 30% de tout ce que le Mali importe est composé d'hydrocarbures et de ses dérivés. C'est notre premier poste d'importation. Et maintenant, il y a un impact sur les recettes fiscales, évidemment. Donc, la mobilisation des ressources intérieures, ça a été rappelé par le ministre de l'Économie et des Finances encore lors de la session budgétaire, la clôture de la session budgétaire, que la mobilisation des ressources internes est une priorité. Donc, moi, je vois personnellement la dénonciation de cette convention fiscale dans ce sens. Mais comme l'a dit le président Danioko tout à l'heure, je pense qu'il s'agit surtout de discuter du contenu de cette convention parce qu'elle était connue de très peu de personnes. Et maintenant, les implications que vont avoir la dénonciation de cette convention à partir du 5 mars 2024. Quel va être l'impact sur les particuliers, sur les entreprises et sur l'État malien et l'État français? Parce que, à mon avis, je ne sais pas s'il y a eu une analyse coût-bénéfice de la dénonciation de cette convention, mais je pense quand même que c'est pour renforcer les recettes internes et puis aussi mobiliser davantage les ressources internes pour créer plus d'espace budgétaire et réduire l'endettement public aussi. Donc, sans plus tarder, nous avons quand même des panélistes assez prestigieux avec nous, des praticiens de la fiscalité, mais aussi des particuliers qui ont des expériences particulières qui vont pouvoir nous édifier, mais aussi sans compter les membres même du CNPM qui vont pouvoir ajouter leur pierre à l'édifice de cette discussion quand même assez importante pour que nous puissions tous, parce que je pense que chacun peut apporter quand même sa petite pierre, et que nous met à côté des spécialistes, nous aimerions quand même définir un certain nombre de choses. Et moi, personnellement, je pense qu'il y a 44 articles dans cette convention qui a été dénoncée, mais il y a 2 articles qui ont retenu mon attention. C'est l'article 10 et l'article 12. Moi, j'aimerais bien être j'aimerais bien être un peu imprégné par rapport aux revenus des entreprises industrielles, minières et commerciales ou financières, ce que ça veut dire un établissement stable. Et l'article 12 aussi, les compagnies aériennes et maritimes, le domicile fiscal, parce que dans les conventions internationales, ce sont 2 notions qui reviennent très souvent. Et vraiment, si on pouvait quand même, comme l'avait dit M. Magankile dans la réunion préparatoire, parler des notions de base d'abord, parce qu'il ne s'agit pas d'aller dans le fond de la fiscalité, mais de pouvoir permettre aux uns aux autres de comprendre, d'échanger et peut-être de donner des pistes de solutions pour comment on peut atténuer des chocs si exogènes s'il y en a, ou quand même faire des propositions pour quand même un meilleur partenariat entre les entreprises, entre les pays aussi. Bon, sans plus tarder, je pense que il y a quand même des panélistes qui vont faire des présentations d'environ 15 minutes. Je pense qu'il y a 4 panélistes et je pense qu'il y en a un qui s'est désisté. Mais sans plus tarder, je vais donner la parole aux panélistes. Je ne sais pas si M. Ayouba Cissé est toujours là pour quand même introduire les panélistes parce que je n'ai pas le programme devant les yeux. OK. Merci, monsieur le modérateur. Comme panéliste, nous avons monsieur Cheikhna Touré, juriste fiscal. Nous avons également monsieur Souri Ibrahim Magankile, fiscaliste. Nous avons également monsieur Djaye Soumaré, qui est le président de l'Union des ambassadeurs. Et enfin, le représentant de la DGI, monsieur Kamara. Donc, voilà l'ensemble des panélistes. Parfait. Donc, nous allons donner la parole au premier panéliste qui est monsieur Cheikhna Touré, juriste fiscal. OK. Monsieur Cheikhna Touré, vous avez 15 minutes. On vous écoute. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à vous tous.
C'est vraiment un plaisir de parler de ce thème aussi passionnant, qui est assez vaste et qui est d'actualité. Alors, on va donc essayer de camper un peu le décor, comme le programme l'a dit, faire un petit état de lieu. Je vais parler de ça et puis parler sommairement également du contenu de cette convention, les méthodes d'élimination et surtout évoquer quelques problèmes, surtout de la convention fiscale franco-malienne qui est d'actualité. Alors, ce qu'il faut retenir, une convention relative à la non-double imposition, c'est un traité signé entre deux États visant à éviter la double imposition des personnes et des entreprises. Voilà, la convention est définie comme étant, en particulier, elle définit comment est déterminée la résidence fiscale, une notion clé, c'est-à-dire le lieu d'imposition, de sorte que le citoyen ou l'entreprise d'un pays résident dans un autre pays ne soit pas imposé dans chaque État. Alors, le Mali a signé plusieurs conventions avec différents pays, notamment la France, comme M. Macalou l'a rappelé. Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1975. Il y a également le Maroc, avec lequel le Mali a signé une convention de non-discrimination qui est d'application. Une convention aussi est d'application, c'est celle signée avec la Russie, la Tunisie également. Nous avons également la convention de non-double opposition de l'UEMOA, qui d'ailleurs j'espère que cela doit faire l'objet d'un autre débat à part. C'est une convention très importante qui s'applique dans les pays de l'UEMOA. J'ai noté également que le Mali a signé une convention avec l'Algérie, mais qui n'est pas d'application selon mes renseignements. Par contre, la convention signée avec Monaco est d'application. Pour ce qui concerne la convention de la CEDEAO, elle est signée, mais ce n'est pas encore mentionné dans les journaux officiels, donc ce n'est pas tout à fait applicable, de même que la convention de non-double imposition signée avec le Qatar. Voilà à peu près le panorama des conventions fiscales qui sont d'actualité au Mali. Mais le plus important et qui fait d'actualité, c'est la convention fiscale franco-malienne. Et je ne vais pas trop m'attarder. Pour juste une petite introduction, je parlerai dans un premier temps du contenu de cette convention, des méthodes d'élimination qui sont prévues à la matière concernant les doubles impositions, et surtout, j'ai identifié quelques préoccupations qui vont être complétées par les autres panélistes. Alors, en ce qui concerne le contenu de la convention, il y a deux aspects qu'il faut voir. D'abord, le champ d'application de cette convention. Elle s'applique à des personnes résidentes, soit au Mali, soit en France. Il s'agit des personnes physiques et des personnes morales. Alors, deuxième élément visé par cette convention, ce sont les impôts. Les impôts qui sont visés sont essentiellement l'impôt sur le revenu, qui est précisé à l'article 8 de la Convention. Il y a l'impôt sur les successions, prévu à l'article 27 et suivant de la Convention. Les droits d'enregistrement des thèmes qui sont déterminés à l'article 35 et suivant de la Convention. Alors, tout dans le champ d'application de cette Convention, il faut noter également qu'elle prévoit les possibilités d'assistance administrative qui recouvre surtout les échanges de renseignements entre les deux États et l'assistance en matière de recrutement. Donc, c'était un champ d'application assez vaste. Peut-être on reviendra là-dessus pour bien étayer le contenu. Pour ce qui concerne les méthodes d'élimination de la double imposition, il y en a deux qui sont essentiellement retenues. Il est juste de la convention procédure. Alors, la première méthode, c'est la méthode d'exonération. De quoi s'agit-il? Par cette méthode, l'état de résidence du contribuable renonce à imposer les revenus pour lesquels la Convention reconnaît un droit d'imposition à l'état de la source. Donc ici, il y a deux notions qu'il faut retenir, la notion de l'état de la source et l'état de résidence.
En vertu de la convention fiscale franco-malienne, plusieurs revenus sont imposés dans l'État de la source. Et parmi ces revenus, nous avons les revenus des biens immobiliers, des exploitations agricoles, forestières, mais également, surtout, les revenus des entreprises commerciales, industrielles et minières, donc, doivent être imposés dans l'État de la source. C'est des revenus très importants qu'il faut noter. Alors, l'autre méthode d'élimination de la double imposition, c'est la méthode qui est celle de l'imputation. Alors, par cette méthode, appelée aussi méthode du crédit d'impôt, cette méthode accorde de la part de l'État de résidence du contribuable une déduction fiscale au titre de l'impôt payé dans l'État de la source. Cette méthode est surtout utilisée pour éliminer les doubles impositions en matière de dividendes et d'intérêts. En la matière, le droit d'imposer est partagé entre l'État de la source et l'État de la résidence. L'autre point dont je voulais juste explorer, c'est le problème lié à cette convention. Comme vous savez, une convention, c'est une œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite, elle doit évoluer, mais celle-là n'a pas subi beaucoup d'évolution. Et donc, les problèmes demeurent. Parmi les problèmes que moi j'ai identifiés, c'est surtout le problème de qualification des revenus qui n'est pas toujours aisé. Alors, j'ai noté que la Convention se borne tout simplement à énumérer les impôts, mais elle laisse le soin aux législations des États de l'Égypte. Donc, la gestion de ces impôts qui sont concernés pose d'énormes problèmes. Une autre préoccupation, c'est la notion d'établissement stable, surtout en matière de santé, du commerce électronique, surtout qui est d'actualité qui n'est pas bien élucidé. Il y a un autre point également, la Convention ne définit pas clairement la notion de dividende. Alors, faut-il inclure dans la catégorie de dividende tout ce qui est somme intégrée dans le bénéfice à titre d'avantage occulte au Mali qu'on rappelle souvent qui sont réintégrés en cas de redressement. Cet aspect également n'est pas bien élucidé. La notion de dividende pose d'énormes problèmes. Ensuite, je note également l'absence d'ajustement des réformes fiscales. La Convention prévoit que les réformes fiscales qui interviennent doivent faire l'objet d'ajustements. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de réformes fiscales. Presque chaque année, il y en a. Au Mali également, depuis 1999, on est dans une série de réformes. Mais la Convention n'en tient pas tellement compte. C'est une préoccupation. Ça explique un tout petit peu les difficultés. Mais la grande difficulté majeure que j'ai retenue, M. Macron nous vient de signaler, c'est surtout l'application des dispositions de l'article 10 de la Convention. Alors, en vertu de cette disposition qui pose de nombreux problèmes, le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris s'il y avait le bénéfice des avantages retirés indirectement de cet établissement et pourraient être attribués ou accordés à des tiers, soit par des voies de majoration ou de diminution, point de suspension. De quoi ça a été? Normalement, ce bénéfice qui va être posé à l'FPC doit intégrer le bénéfice indirectement transféré. Je sais qu'actuellement, avec la pratique, il y en a beaucoup. L'État, par exemple, du Mali, qui possède un contrôle, doit procéder à la réintégration, à l'imposition de ces avantages qui sont indirectement transférés. Mais faut-il avoir les moyens, les preuves, de les canaliser? Faut-il avoir la possibilité, la capacité d'appréhender ces revenus qui sont, ces bénéfices qui est indirectement transférés? Au Mali, on a une législation sur la pratique des transferts, mais qui est mal connue, mal appliquée, même si les textes sont là, ce n'est pas une réalité également pour l'administration d'appréhender ces revenus. Donc, l'article 10, elle est vraiment problématique. Voilà en gros
juste pour camper de effort, quelques idées que j'ai reforcées, on pourra revenir en profondeur avec les autres panélistes et plus tard moi-même pour parler d'autres préoccupations et d'autres dispositions. Je vous laisse la parole, monsieur le modérateur. Prenez le temps aux autres panélistes d'intervenir. Je pourrai revenir plus tard en cas de besoin. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Touré, pour cette brillante présentation, succincte et qui est assez édifiante. Et surtout, vous avez à peine fait 10 minutes. Donc, si on continue comme ça, on aura beaucoup plus de temps pour les discussions. Donc, Monsieur Cissé, est-ce que vous pouvez introduire le prochain intervenant, s'il vous plaît? Allô? OK, merci, monsieur le modérateur. Le prochain intervenant, c'est monsieur Sori Ibrahim Barangile. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui? Oui, on vous entend. D'accord. Oui, bonjour, Koro, c'est bien, on t'entend bien. Je prends un peu la suite de mon jeune frère Touré pour essayer d'apporter ma petite contribution en toute humilité à ce vaste chantier des conventions fiscales pour éviter la double imposition. Déjà, il y a peut-être quelques notions de base qu'il faudrait avoir pour pouvoir comprendre de quoi on parle. Les conventions fiscales, comme il a dit M. Touré, c'est d'abord des traités, mais des traités bilatéraux en général. C'est des traités entre deux pays, mais ça peut être également des traités à l'intérieur d'une communauté, comme il a parlé du cas de l'UEMOA. Et ces traités-là ont pour but d'éviter le plus possible qu'une même personne, un même revenu ou une même situation de fait ou de droit ne donne lieu à deux impositions. Alors, vous voyez bien, le modérateur a bien précisé, a bien lu l'intitulé de la formation. C'est vraiment pour éviter. Mais il n'est pas dit qu'au bout, on arrivera complètement à éviter la double imposition. Et ce qui nous permet aujourd'hui de nous entretenir sur ce sujet, parce que non seulement c'est d'actualité, mais c'est un sujet qui est récurrent à l'existence même du business. Parce qu'en fait, les conventions sont nées pour maintenir et augmenter le flux d'investissement entre les pays et surtout entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est pour cela, très tôt, la Société des Nations s'est penchée sur cette question, d'abord par la création d'un comité des experts qui lui-même a établi un modèle qu'on appelle couramment le modèle des Nations Unies pour éviter la double imposition entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et ensuite est venu s'ajouter le modèle de l'OCDE qui régit les relations cette fois-ci entre pays du Nord, entre la France, la Belgique, entre la France, la Hollande, entre la France, la Hollande et les États-Unis, entre les pays du Nord. Mais pourquoi, vous allez me demander, mais pourquoi il y a déjà deux modèles? Il y a deux modèles parce que quand les Nations Unies se sont penchées sur cette affaire-là, ils ont voulu créer un flux d'affaires vers les pays en développement. C'est ça le contexte. Le contexte au départ, c'est vraiment de permettre que des investissements étrangers puissent arriver dans nos pays et nous aider, nous permettre au décollage économique de nos économies, de nos nations. Avons-nous réussi ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais initialement, c'était ce qui était en toile de fond. Ensuite, les conventions fiscales ont des objectifs. Je vous ai parlé tantôt de l'augmentation et de l'accentuation des transferts de flux économiques du nord vers le sud, pour ce qui nous concerne. Mais il y a également l'objectif de la protection des contribuables contre les doubles impositions. Il y a également comme objectif de prévenir un certain type de discrimination parce que les conventions fiscales
toutes les conventions fiscales prévoient une égalité de traitement entre les contribuables de l'un et l'autre pays qui sont en convention. Il vise également à permettre le développement des pays, je l'ai dit tantôt, mais il vise enfin à créer une assistance réciproque entre les administrations fiscales des pays signataires. Et cette assistance peut aller non seulement dans l'assistance, l'échange d'informations, l'échange de personnel, la formation entre les uns et les autres, mais également l'échange d'informations et également, enfin, l'échange, l'assistance pour recouvrer l'impôt d'un pays dans un autre. Une fois qu'on a dit ceci, je reviens à deux propos du modérateur en disant que le Mali est l'un des pays où il y a le plus de dialogue entre l'État et le privé. Effectivement, nous avons œuvré pour cela depuis plusieurs, maintenant dizaines d'années en créant le REAO. Et je pense que nous sommes peut-être l'un des seuls pays, parmi les 8 pays du REAO au départ, qui a pu instituer un dialogue franc et direct avec le gouvernement, en invitant chaque année le Premier ministre ou le ministre des Finances à l'entrée du REAO. Maintenant, le contenu, Touré en a parlé longuement, c'est qu'il faut avoir juste des repères pour comprendre. On a dit, ça touche 2 pays, mais les pays, les acteurs économiques des pays ne sont pas forcément les pays. C'est des individus, c'est des entreprises. C'est pour cela la Convention pour éviter la double imposition entre le Mali et la France concerne et les personnes physiques et les personnes morales. Dans cette classification, il ne faut pas penser que tout va se limiter seulement à ces deux acteurs. Il y a d'autres acteurs qui vont venir s'ajouter plus tard. Maintenant que vous avez parlé d'acteurs qui font du business transfrontalier, parce que c'est ça également. Si on a des hommes d'affaires au Mali et en France et que chacun opère dans son pays, sans aller sur le territoire de l'autre, il n'y a pas lieu de se partager l'impôt, puisque mes impôts sont totalement réalisés, soit totalement et exclusivement au Mali, ou soit totalement et exclusivement en France. Donc, pour donner essence à la convention fiscale pour éviter la double imposition, il faut qu'il y ait des affaires croisées, des affaires dites transfrontalières, c'est-à-dire un opérateur malien qui a du business en France vient ouvrir également du business au Mali. Ou bien un citoyen lambda malien qui va s'établir en France et qui achète un appartement en France et qui passe une partie de son temps en France. Parce qu'il y a ces différentes notions qui s'interpellent. La notion de territoire, la notion de domicile et également la notion de revenu. Donc, voilà des choses qu'il faut avoir en idée pour comprendre ce mécanisme d'éviter la double imposition. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, Touré en a dit quelques mots, parce que c'est tellement précis et c'est tellement concis que chaque cas est très bien traité et suffisamment traité pour qu'on n'en écorche pas une partie. Donc, une fois qu'on a fait cette introduction, je reviens un peu également à 2 choses qui sont également des préalables. Une réforme ou une convention a besoin de temps pour s'établir. Mais comme l'a dit Touré, l'un des problèmes qu'on a peut-être rencontré, c'est qu'on n'a pas mis à jour nos réformes par rapport à la convention. Mais je vais corriger Touré sur ce point-là. En fait, les réformes qui ont été entreprises au Mali, que ce soit les retenues à la source, le TVA, du BIC, les retenues sur les prestataires sans livre, les retenues sur les prestataires étrangers, tous ces éléments sont déjà pris en compte dans le cadre de la répartition des compétences et des impositions entre les pays. Mais ce qui n'a pas été pris en compte au Mali,
et je le dis dans cette convention, c'est que le modèle de convention qui a été signé en 1972, en 1972, correspondait à un État, à un environnement de l'époque. Après 50 ans, on n'est plus du tout dans le même environnement, comme l'a dit le modérateur. Mais ce qui s'est passé, c'est que la convention modèle qu'on avait utilisée en 1972 pour faire notre convention avec la France, les Nations Unies ont créé beaucoup de commentaires et ont proposé beaucoup d'améliorations des termes de cette convention-là. Et ces améliorations-là, il y a des centaines, pas des centaines, mais il y a des dizaines de cas d'amélioration qui ont été prévus, mais qui, nous ne savons pas pour quelles raisons, n'ont pas été prises en compte pour améliorer et adapter notre convention fiscale pour qu'elle soit vraiment à jour par rapport à notre environnement qui a changé depuis. Alors, pour maintenant parler de l'impact de la dénonciation, il faut peut-être dire un mot de la dénonciation. La dénonciation, comme l'a rappelé le modérateur, a eu lieu au mois de décembre, avec pour date d'effet le mois de mars 2024. Mais la base légale introduite ou sur laquelle s'est appuyée les autorités maliennes et nigériennes pour dénoncer, c'est la Convention de Vienne. Mais la Convention de Vienne ne peut pas régir la dénonciation d'une convention fiscale pour éviter la double imposition qui prévoit en elle-même les termes de sa dénonciation. L'article 44 de la Convention Mali-France prévoit effectivement la possibilité de dénoncer. Et la première condition pour pouvoir dénoncer, c'est qu'il fallait attendre d'abord 6 ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Condition qui a été remplie. Maintenant, il est prévu que les autorités du pays qui veulent dénoncer informent ou saisissent par la voie diplomatique l'autre partie. Mais cette saisine et cette dénonciation doivent s'opérer dans le temps et il y a des délais pour cela. La Convention a prévu que pour pouvoir faire une dénonciation de la Convention franco-malienne, il faudrait la faire entre le 1er janvier et le 30 juin. Nous avons dénoncé au mois de décembre, ce qui est déjà une écorche par rapport à la Convention. Deuxième élément, c'est que la même Convention a prévu qu'une fois qu'on a dénoncé entre le 1er janvier et le 30 juin, c'est seulement au 1er janvier de l'année suivante que les effets de la dénonciation doivent entrer légalement en jeu. Et ce choix de cette date-là n'est pas fortuit. Ce choix est fonction de la nature même des impôts en jeu. Parce que pour la plupart, c'est des impôts annuels. Et une imposition annuelle qui va commencer au mois de mars, vous voyez qu'il y a un problème. Je prends un exemple tout simple. Après, je vais revenir à la notion d'établissement stable. Un établissement stable malien d'une entreprise française qui reçoit une facture de la société mère pour des redevances de marque ou des redevances d'autres choses. Elle reçoit la facture entre le 1er et le 4 mars, l'année et les dates d'effet. Mais cette facture-là, elle peut être annuelle. Si moi, je suis l'opérateur français, je vais m'empresser pour envoyer toutes les factures qui pourraient bénéficier encore des effets de la double imposition. J'enverrai entre le 1er et le 4 mars toutes mes factures. Mais c'est des factures annuelles. Donc, le risque qu'il va y avoir, c'est que l'administration malienne, en 2024, va dire oui, mais vous avez facturé sur toute l'année des prestations ou même des redevances de marque. Mais moi, je considère que vous aurez dû le facturer sur un tiers parce qu'il n'y a que 3 mois. Et il va avoir le risque de réintégrer les 9 autres mois
de la facturation. Donc, ça crée des problèmes. Et ces problèmes-là seront inévitables dans l'application telle que les autorités maliennes et nigériennes ont conçu. Donc, voilà déjà un premier problème sans rentrer dans les impacts. On n'a pas respecté la Convention franco-malienne dans son article 44. C'est un fait, c'est évident, c'est écrit. Maintenant, les effets. Les effets qu'il va y avoir, pour les comprendre, il faut déjà comprendre que le Mali et la France ont deux systèmes fiscaux qui sont différents. En France, on a un système dit d'imposition mondiale. Que vous soyez une entreprise, que vous soyez un individu, ou que vous soyez, dès l'instant que vous êtes domicilié en France, vous avez le lieu de votre domicile principal, vous êtes imposable en France sur vos revenus mondiaux. Que vous les réalisez au Mali, que vous les réalisez en Turquie, que vous les réalisez en Russie ou en Afghanistan, tous vos revenus doivent être imposables en France. Maintenant, il y a des mécanismes de correction pour que les impôts payés dans ces pays-là ne viennent pas prendre une part de vos revenus. Donc, on permet un système de précompte pour vous permettre de déduire les impôts qui ont été payés pour aménager le poids de l'imposition. Maintenant, ça c'est pour les individus. Au niveau des entreprises, il y a une notion qui est fondamentale pour comprendre la double imposition au niveau des entreprises. Une entreprise française qui crée une entreprise au Mali, deux hypothèses. Ou elle crée une entreprise de droit malien, c'est-à-dire elle vient, elle se conforme à la législation malienne, elle crée une entreprise devant un notaire avec un capital, avec des actionnaires, avec tout le truc, et elle a son numéro de registre du commerce, elle a son liste. C'est ce que nous appelons communément une entreprise de droit malien. Mais en fait, dans le cadre d'une convention, c'est une entreprise établie au Mali. Alors, première hypothèse. Deuxième hypothèse, ce qui est d'ailleurs fréquent dans le cadre de convention, c'est la notion d'établissement stable. La notion d'établissement stable est une fiction fiscale. Vous ne trouverez cette notion-là nulle part qu'en droit fiscal. C'est une fiction. C'est-à-dire qu'on considère que même si vous n'allez pas devant le notaire pour créer une société de droit malien, dès l'instant que vous venez faire des affaires au Mali, que vous avez une adresse, que vous aviez vie personnelle, que vous êtes dans la durée, et il y a d'autres critères également qui sont prévus maintenant dans notre article 44 du Code général des impôts, pour définir l'établissement stable. Une fois que ces critères sont remplis, que vous soyez devant un notaire ou pas, la Convention fiscale franco-malienne considère que vous opérez au Mali, si c'est une entreprise française, que vous opérez au Mali comme une société de droit malien. C'est d'où l'aspect fiction, c'est-à-dire ce n'est pas le fait de l'avoir immatriculé ou le fait de lui avoir donné un NIF qui crée l'établissement stable. Mais c'est le concours de tous ces critères-là qui font que vous allez fonctionner au Mali comme si vous étiez une société de droit malien. Et toutes les obligations qui incombent à une société de droit malien, ces mêmes obligations vont s'incomber à vous, que vous soyez allé devant le notaire ou au niveau du commerce. Donc, c'est ça la notion d'établissement stable. Et donc, cette notion d'établissement stable-là est aujourd'hui la pierre angulaire et la source de tous les problèmes au niveau des entreprises dans le cadre de la convention entre le Mali et la France. Alors, encore une particularité au niveau des entreprises. Touré vous a parlé du cas dans les critères, il a parlé de la répartition et il a parlé également de l'exonération, mais il a parlé également du fait d'attribuer l'imposition à un pays. C'est ce qu'on appelle le critère d'attribution. Dans la convention franco-malienne, s'il y a un cas où il y a une attribution qui est claire, nette et précise, c'est vraiment le cas des compagnies aériennes et des compagnies de navigation éventuellement. Pour comprendre, Air France, qui est une société française, et Corsair aujourd'hui, sont les deux sociétés françaises
qui opèrent en matière de transport aérien international sur le Mali. Et la convention a attribué, la convention franco-malienne a attribué que pour les compagnies aériennes qui ouvrent des délégations dans un pays, surtout au Mali, l'imposition se fera exclusivement au siège de la société, de la compagnie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de partage de bénéfices, il n'y a pas de partage d'imposition, il n'y a pas non plus d'exonération. L'exonération est faite au Mali au profit de la France. C'est-à-dire que exclusivement Air France va être imposée au siège de la compagnie en France et Corsair également. Donc ça, c'est le cas des compagnies. C'est vraiment très, très déséquilibré. Parce que si on prend l'exemple de la France, le ministre Diop l'a dit à la télé, il a dit que la France réalise un gain de 500 millions de francs CFA par jour. Si on parle sur cette hypothèse-là, bon, le gain n'est pas bénéfique, déjà. Mais si on parle sur cette hypothèse-là, vous voyez en 365 jours, qu'est-ce que ça représente comme chiffre d'affaires. Et dire que le bénéfice éventuel réalisé à partir de ce chiffre d'affaires-là est exclusivement imposable. Alors, donc, qu'est-ce qui va changer désormais? Ce qui va changer, c'est que vous soyez un Malien ayant des affaires en France et au Mali, vous allez être imposable au Mali selon les lois maliennes. Si vous êtes en France, vous serez imposable en France selon les lois françaises. Le code général des impôts de France va s'appliquer à vous dans toute sa rigueur, sans répartition, sans exonération et sans attribution. C'est ça le principe de base de la dénonciation. Tout comme les entreprises françaises ou maliennes qui opèrent en France ou au Mali, leur imposition se fera désormais exclusivement au Mali ou exclusivement en France. Il n'y a plus de passerelle pour atténuer le poids de l'impôt dans l'un ou l'autre pays. Alors, c'est vrai que, vu comme ça, c'est vraiment une vue d'esprit. Parce que cela ne veut pas dire que les entreprises françaises qui opèrent aujourd'hui vont avoir les mêmes stratégies en période dans le cas où il y a une convention ou dans le cas où il n'y a pas de convention. Dès l'instant qu'il y a une convention, M. Diadier Soumaré va maintenant regarder son business plan et va dire, bon, avant je bénéficiais de ça, de tel avantage par rapport à la convention. Maintenant que la convention n'est pas là, il va regarder maintenant le droit interne de chaque pays et il va s'adapter. Donc, dire qu'on va tirer des milliards de la dénonciation de la convention, on va retirer certainement des effets, mais je crains que la montagne n'accouche d'une souris. Donc, je pense que je peux m'arrêter là, à ce niveau-là, laisser la parole aux autres, et puis après, on reviendra dans le débat éventuellement pour préciser des choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Marangile, pour ce brillant exposé, vraiment très, très, très édifiant, très pédagogique, et surtout parlant des notions, et je pense que ça permet d'éclairer la lanterne de beaucoup de gens, et ça va permettre de poser les bases avec ce que M. Touré aussi a donné comme explication pour un dialogue vraiment très pertinent. Sans plus tarder, donc on est dans les temps puisque il y a un intervenant qui manque. Ça fait à peine 20 minutes, mais je pense que c'était très riche comme contribution. Donc on va passer sans plus tarder au prochain intervenant. Je pense que Monsieur Cissé, je pense que c'est Monsieur Soumaré. Oui, Monsieur Soumaré va intervenir en dernière position. On va donner la parole à Monsieur Ibrahim Abdoulaye Kamara, inspecteur des impôts. Ah oui, c'est vrai. Ça, Oui. Oui, monsieur Camara, c'est vrai. D'accord. Oui. Monsieur Camara, à vous la parole. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est très difficile de prendre la parole après les brillants exposés de Maître Touré et de l'aîné Marangilé. Mais nous allons nous efforcer de compléter les informations déjà données et ensuite on va se référer aux questions pour que les publics aussi puissent participer.
Mais moi, j'ai un petit souci déjà avec les thèmes parce que je pense que c'est la non-double imposition, implication implication et contenu. Continue. Mais je ne pensais pas que c'était sur la convention entre le Mali et la France obligatoirement. Mais à cela ne tienne, moi, je vais commencer par fixer un peu les caps à ce qui concerne le sujet. La convention, comme l'a souligné les deux prédécesseurs, c'est un traité. Mais pour la non-double imposition, c'est un traité qui cherche à éviter la non-double imposition. Et quand on parle de non-double imposition, il y en a deux types. Il y a la non-double imposition juridique ou économique. Économique, c'est lorsque le même revenu est susceptible d'être assujetti ou soumis à l'impôt dans les deux pays. Et juridique, lorsqu'une personne est susceptible d'être assujettie à l'impôt ou est considérée comme résident dans les deux pays. Dans ces deux cas-là, on fait recours à la convention pour traiter ces différents problèmes-là. Et les conventions sont souvent rédigées selon deux modèles. Il y a la convention modèle des Nations Unies et la convention modèle de l'OCDE. Et c'est la convention modèle OCDE qui est le plus répandue et qui est le plus utilisée dans ces pays, dans nos différents pays. Donc, ça concerne principalement quelques aspects, la notion des résidences et la source des revenus pour être considéré comme imposable au Mali. Donc, pour ce qui concerne la convention franco-malienne, je vais essayer d'aller point par point. Je vais juste apporter un bémol à ce qu'avait dit Maître Touré. Je pense que la convention entre le Mali et la France est entrée en vigueur en 1974, le 1er février 1974. Et la convention vraiment a été signée effectivement le 22 septembre. Et les lettres de ratification et autres là, étant faites, le Mali est entré en vigueur le 1er février 1974. Et pour répondre à cela, grosso modo, le Mali a signé beaucoup de conventions, six ou sept, à ma connaissance, la Russie, Monaco, Tunisie, le Maroc, aussi avec les Émirats arabes unis récemment. Il y a eu une convention avec les Émirats arabes unis. Et aussi, M. Marangé l'a rappelé, le but de convention fiscale, c'était de faciliter la mondialisation et le transfert des flux dans le monde entier. Et les conventions ayant facilité cela, il y a eu quelques obstacles et on est en train de penser à autre chose qui sont les conventions multilatérales. Et le Mali est signataire d'une convention multilatérale hein, avec la convention multilatérale de l'UEMOA qui a été, qui a été, qui a été, qui a été mise à jour, qui a été mise à jour et qui est en date depuis le règlement numéro 8 du 26 septembre 2008 et que cette convention multilatérale est mise. Et Touré l'a signalé que le protocole d'accord qui a été ajouté par la CEDEAO et qui a été publié dans le journal officiel de la CEDEAO, mais la CEDEAO a bien précisé que chaque État, pour son entrée en vigueur, doit publier cela dans son journal officiel. Le Mali ne l'a pas fait. Ça veut dire que ce n'est pas encore entré en vigueur au Mali par rapport à ça. Et par rapport aux agissements stables, M. Marangélé a clairement dit que c'est une notion fictive. Par rapport aux dividendes, la question a été posée de savoir où est-ce qu'on peut imposer les dividendes. Je pense que l'article 8 l'a un peu ébauché et dans son point 4, on dit la convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouterait aux impôts actuels. Donc, c'est l'article 8 dans son point 4 peut nous aider à faire cela. Mais en très généralement, les dividendes suivent forcément le partage des bénéfices. Si les bénéfices n'est pas imposé au Mali, c'est compliqué. Mais peut-être c'est la personne qui va recevoir les dividendes au Mali qui pourrait vraiment être assujetti à cet impôt-là. Mais qu'à cela ne tienne, l'article 8 de la Convention essaye de donner très, très rapidement, de pallier les futures impositions à venir. Donc, moi, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, sur cette partie. Je pense que je vais donner plus la primauté à l'interaction avec le public s'il y a des questions beaucoup plus précises concernant l'administration et concernant la pratique
moi, je pourrais apporter en ce qui concerne les réponses. Et permettez-moi et acceptez ma réserve par rapport aux commentaires sur la convention entre surtout les ruptures, les conséquences de la rupture entre le Mali et la France. Mais Marangly en a dit beaucoup déjà. Merci bien. Allô, vous m'entendez? Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur Camara. On est content de vous voir. Comme vous n'étiez pas présent hier, on ne savait pas si vous alliez être là aujourd'hui. Mais on est content C'est de vous vrai. retrouver, surtout que vous êtes vraiment la cheville ouvrière pour l'élaboration et le suivi aussi de cette convention, de ces conventions fiscales. Donc, je pense que votre rapport sera plus que déterminant. Merci d'être là. Avec plaisir. Je vous en prie. Donc, Monsieur Cissé, je pense que le dernier intervenant, c'est Monsieur Soumaré, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien lui. OK, vous pouvez l'introduire comme ça, on va clôturer la première séance avec les panélistes. D'accord, donc on donne la parole à M. Djadje Soumaré, président UDA, Union des ambassadeurs. Alors, bonsoir tout le monde, Monsieur Djadje Soumaré, donc le président de l'UDA, qui est un réseau de professionnels et d'entrepreneurs ici de la diaspora, donc qui étaient dans les diasporas, qui décident de venir s'investir au Mali et qui mènent des plaidoyers pour orienter l'épargne de la diaspora vers de l'investissement productif au pays. Donc, on incite les diasporas à s'investir pour le Mali ou investir pour le Mali. Et on a une très grande dominante de nos membres ou des intentions d'investissement qui émanent de la France, d'où une très grande inquiétude par rapport à cette mesure. Donc, je remercie les organisateurs, le CNPM et M. Camara de nous permettre d'intervenir aujourd'hui et d'exprimer les inquiétudes de nos concitoyens dans les diasporas. Donc, juste quelques notions. La diaspora, elle est composée d'étudiants maliens qui partent à l'extérieur étudier et qui reviennent ou qui restent dans leur pays d'accueil. Mais aujourd'hui, les mobilités sont telles que vous pouvez avoir des jeunes Maliens qui vont en France ou ailleurs et qui décident d'ouvrir une entreprise au Mali et qui sont sur le double espace, comme nous, on aime le dire. Ou des immigrés ou des travailleurs qui vont s'établir en France ou ailleurs et qui décident de subvenir aux besoins de la famille restée au pays. Ou des jeunes qui sont issus de l'immigration, dont les parents sont maliens et sont devenus maliens et décident de regarder vers le Mali pour s'investir. Et on a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, légitime ou pas forcément légitime. Mais comme l'a dit M. Makanguilé, il nous l'a rappelé hier, le droit fiscal malien et le droit fiscal français ont chacun leur spécificité. La notion de résidence fiscale est très importante dans le droit fiscal français. Je peux avoir une entreprise au Mali, résider en France, mais si je vis plus de 6 mois de l'année en France, je suis censé payer des revenus, des impôts sur mon revenu en France. La question, moi, que j'aurais à poser dès à présent, c'est certains ont des entreprises au Mali et me disent je paye déjà l'impôt sur le bénéfice au Mali, pourquoi je devrais encore payer des impôts en France? Ce n'est pas forcément les mêmes impôts. Vous payez l'impôt sur le bénéfice en France. Lorsque vous rapatriez au Mali, pardon, et lorsque vous rapatriez votre argent en France, ça tombe sur votre impôt sur le revenu. Et on a des personnes des diasporas qui nous disent ah, nous, on voulait investir au Mali, mais cette mesure, elle va être contraignante pour nous. Au finish, cette mesure, c'est nous qui allons en pâtir. Ça n'est pas forcément le cas. Vous pouvez avoir une entreprise, venir de l'étranger, avoir une entreprise au Mali, comme l'a dit M. Makanguilé, avoir une entreprise de droit malien et vivre au Mali, vous n'aurez pas de double imposition. Vous pouvez avoir une entreprise au Mali et résider que 3 mois de l'année en France, vous n'aurez pas de double imposition. Par contre, si vous avez une entreprise au Mali qui est assujettie aux droits des entreprises maliennes comme tout le monde et que vous résidez plus longtemps en France que 6 mois dans l'année, si vous touchez des revenus, des dividendes de cette entreprise, vous allez avoir une taxation là-dessus. Mais ce que moi je voulais dire, parce que c'est très compliqué d'intervenir après les éminents panélistes qui sont venus, c'est que
le plaidoyer que nous menons pour que les diasporas viennent investir au Mali, nous ne pensons pas aujourd'hui que cette mesure est contraignante pour l'investissement au pays. Et c'est très important de le souligner parce que je pense qu'on se joint au CNPM pour attirer les investissements extérieurs et notamment ceux de nos diasporas. Certains s'intéressent à ces mesures-là à l'aune de cette mesure de non-imposition et n'étaient peut-être pas forcément au fait en préalable de ce qui se faisait. Il y a aussi des inquiétudes, et peut-être que certains pourraient y répondre, sur les étudiants maliens qui partent étudier en France et qui perçoivent de l'argent de leurs parents au pays pour subvenir à leurs besoins. Est-ce que cet argent va être finalement taxé quand ils vont partir étudier? Également, sur la succession, c'est-à-dire que vous pouvez résider en France ou ailleurs, avoir des parents qui vous laissent un héritage, vous allez payer les droits de succession au Mali, et quand vous allez vouloir percevoir cet argent dans votre lieu d'accueil, ben, ça va tomber dans votre revenu si vous vivez plus de 6 mois de l'année en France. Et certains disent, ah non, c'est pas bénéfique pour nous, etc. Or que c'était déjà le cas au préalable. Donc, c'est pour ça, M. Makangile, hier, l'a bien rappelé, il faut faire très attention au concept, il faut faire très attention à ce qui existait déjà au préalable et ce que ça va changer. Et j'ai envie de dire pour finir, le plus important pour nous, c'est la perception. Donc peut-être demander à nos autorités et je suis très content qu'elles soient là aujourd'hui, de nous édifier davantage et d'avoir davantage de communication pour éviter que ça ait un impact sur la perception des futurs investisseurs et notamment ceux qui sont des diasporas pour éviter qu'ils perçoivent ça comme un obstacle ou un frein. Et M. Macron l'a dit tout à l'heure, de toute façon, la fiscalité est complexe dans son ensemble. Donc, en tant que futur entrepreneur ou entrepreneur en devenir, il y a la nécessité de s'adapter, de comprendre et peut-être parfois de réarticuler son dispositif en fonction de la législation en vigueur. Mais ça, je pense que c'est la vie que les entrepreneurs vivent tous les jours. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est très compliqué d'intervenir après, encore une fois, les spécialistes qui sont venus et je suis disponible s'il y a des questions ou des points de clarification. Merci bien, Monsieur Soumaré. C'est une excellente intervention. On a beaucoup apprécié votre point de vue d'un particulier et aussi quand même nous dire un peu les contraintes ou les perceptions. En tout cas, nous donner des pistes. Bon, en tout cas, je pense que les panélistes sont là et vont nous éclairer davantage. Je vais me référer à Monsieur Cissé, Ayouba Cissé. Je pense qu'on a fini avec les intervenants. Oui. Oui. Maintenant, Donc là, c'est la phase de... on peut passer à la deuxième partie. Tout à fait. Parce que maintenant, il nous reste à peu près 48 minutes. Ça, c'est pas mal déjà, parce qu'on a gagné un peu de temps. 48 minutes pour prendre les questions et puis et aussi que les panélistes puissent répondre assez rapidement. Je ne sais pas s'il y a des questions écrites, je vais vérifier. Mais s'il y a des intervenants qui veulent poser des questions déjà aussi, on est prêt à les accepter, là. Moi, j'ai déjà une question ici dans le chat. La question, je ne vois pas le nom de la personne qui a envoyé la question, mais comment peut-on obtenir l'enregistrement? Ah, non, c'est une question technique. Comment peut-on obtenir l'enregistrement de cette conférence? Mais évidemment, ce sera disponible, le lien vidéo sera disponible par la suite. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment dans le chat. Si ceux et celles qui sont je pense que les panélistes sont Il y a disposés quelques questions, à peu près trois questions. Sur le Oui, modérateur. Il y a oui, allez-y. trois questions qui ont été posées dans le chat. Il y a Oui. M. Sibé qui dit, je vais lire, compte tenu des modalités Oui.
de dénonciation de la convention, la date d'effet de 3 mois prévue posera problème. Quel est le moyen que donne l'État du Mali à la disposition des contribuables concernés? On n'entend pas, on n'entend pas. Je vais reprendre. Je disais la Vous question pouvez reprendre de la question Oui, s'il vous la plaît. question de M. Sidibé. C'est Oui, dans le chat. Je vais lire. Compte tenu des modalités allez-y, de parce que je ne vois pas, moi. négociation de la convention, Mhm. la date Mhm. d'effet de 3 mois prévue posera problème. Quel est le moyen que donne l'État du Mali à la disposition des contribuables concernés? OK. Voilà, donc il y a également une autre question de M. Kané, M. Khan, Oui. qui demande quelle est la date effective de la dénonciation de la Convention franco-malienne de 1972? Il y a également une autre question sur la définition, sur la notion d'établissement stable. Et enfin, une autre question, je lis, la problématique posée par l'article 10 ne peut-elle pas trouver sa réponse dans la question de prix de transfert où l'administration fiscale malienne doit monter en charge sur le plan du droit interne? Le Mali n'a-t-il pas le pouvoir de définir la notion de dividende dans son droit interne? Il pose la question. La Convention a-t-elle pour vocation de définir la notion selon la pratique des conventions fiscales? Voilà, donc voilà, monsieur le modérateur, pour l'instant, les questions qui ont été posées dans le chat. Et nous avons également une main levée, le vice-président Siri Dajobou. OK. On écoute M. Daniel. OK, monsieur le modérateur, donc ma question s'adresse à tous les panélistes. Je voudrais leur demander de me répondre à la question suivante. Cette mesure de dénonciation de la double imposition, c'est une mesure positive ou une décision positive ou une décision négative? Et selon la réponse pour laquelle il penche, les raisons. Merci. Allô? 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 Bonsoir, monsieur le modérateur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ok, moi, c'est monsieur Oui. Allez-y, monsieur Diakité. Allô? Allô? Ouais, vous m'entendez? Oui, moi, je vous avais Non, je vous avais perdu, mais je ne sais pas si les autres vous entendaient. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? D'accord, donc je reprends. Je dis que rapidement, j'ai deux questions. La première, Oui, allez-y. c'est par rapport au RAO. Donc, ce dialogue-là qui existe entre les autorités et les différents partenaires, notamment les spécialistes en matière de fiscalité, n'est-ce pas? Et les agents économiques aussi. Donc, est-ce que au moment de prendre cette décision de dénoncer la convention de non-double imposition entre le Mali et la France,
est-ce que alors les partenaires ont été associés? Est-ce qu'ils ont été consultés? Première question. Deuxième question, c'est un peu plus technique. C'est vrai, je suis d'accord avec les panélistes, il y a un déséquilibre. Ça a été précisé par M. Makangile. Il y a un déséquilibre entre les deux États. Et ça s'explique par le niveau de développement économique de chaque État. Donc la France, sur le plan Allô? économique, vous m'entendez, est en avance par rapport au Mali. Maintenant, je voudrais savoir, question, M. Makangile ou bien M. Makalou, qui êtes des contribuables au Mali ici, je pense que l'un est conseiller fiscal, l'autre est expert consultant. Maintenant, si vous partez en France pour faire une consultation, pour faire une assistance fiscale auprès des Maliens ou bien même d'une autre entreprise française, est-ce que vous allez payer des impôts sur les revenus là-bas et à votre retour au Mali, payer également les mêmes impôts sur les revenus en cas Allô? de dénonciation de la Convention? Vous m'avez compris? Allô? Allô, oui. Oui, j'ai bien compris. OK, merci. Oui, monsieur le modérateur. Monsieur le modérateur, Allô? je pense que monsieur le modérateur a un petit souci technique. Mais en attendant, il y a d'autres questions qui ont été écrites dans le chat. Je vais commencer à les lire. Il y a la question de Aminata Touré qui demande, elle veut connaître quelles sont les conséquences pour le Mali et le Niger du non-respect du délai de dénonciation de la Convention. Il y a également une question posée par Brahima Konaté. Il demande, ma question est de savoir si le TDR auquel chaque citoyen malien est soumis à partir de 14 ans est aussi payable par les étrangers français avec la convention du double imposition. Il y a également la question de Moussa Koulibaly. Il veut savoir quel est l'impact de la dénonciation sur le système d'imposition malien en vigueur sur les entreprises maliennes. Ensuite, il y a la question de M. Daou. Il demande quel serait l'impact de cette décision politico-économique sur la croissance économique du Mali. Ensuite, la question de Tokoina, il demande, je lis la question, bonjour, la non-double imposition concerne le même impôt, exemple, payer IS en France et au Mali. Par exemple, je paye IS au Mali, qui deviendrait IR en France et que je devrais aussi payer. Donc, elle pose la question. Donc, pour le moment, voilà en gros les questions qui ont été posées dans le chat. Monsieur le modérateur. Monsieur le modérateur. Oui. Voilà, donc Allô? pour l'instant, c'est les questions qui ont été Allô? posées dans le chat. D'accord. Merci bien, Monsieur Cissé. Moi, je vous avais perdu quelques moments après l'intervention de Monsieur Diakité, qui demandait si les partenaires avaient été consultés par rapport à la décision de l'État. Donc, les questions ont été posées. Je vais prendre le train en marche. Je pense que les panélistes, on va aller par l'ordre d'intervention. D'accord, Monsieur Touré, vous pourrez rassembler les questions qui pourraient vous intéresser. Ensuite, Monsieur Makangile, et ensuite Monsieur Camara et Monsieur Soumaré dans cet ordre, s'il vous plaît. Donc, il nous reste
Il nous reste à peu près 35 minutes, donc vous avez chacun 5 minutes. Allô? Alors, Monsieur Touré, votre micro est fermé. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, on vous entend maintenant. C'est bon Voilà, maintenant. donc je vais commencer par la dernière préoccupation qui concerne la taxe de développement régional et local, la TDR, qui est un impôt local. Alors, le texte qui a créé la TDR prévoit très peu d'exonérations qui concernent surtout les femmes âgées et puis les hommes en uniforme. En dehors de ça, je pense que c'est un impôt local. Tous les fonctionnaires, les personnes âgées de plus de 14 ans sont assujettis jusqu'à 60 ans à ce prélèvement local. A priori, sa question de savoir est-ce que les Français qui sont là doivent payer cette dérègle. Moi, je dirais oui. Ceux qui sont d'origine française qui travaillent ici, ils doivent payer cette dérègle, tout comme tous les cadres maliens, tous les individus maliens qui sont âgés de plus de 14 ans jusqu'à 60 ans, à l'exception des hommes en uniforme et des personnes âgées de plus de 60 ans. Il est vrai également que les salariés français, les Français qui sont salariés au Mali et qui perçoivent des revenus salariés sont passibles de l'impôt sur les traitements au salaire au Mali comme n'importe quel Malien. Et par contre, nos fonctionnaires qui sont dans les consulats en France ne sont pas passibles de ce impôt ITS au Mali d'impôt sur les traitements salaires, mais de l'impôt général sur le revenu en France. Alors, il a parlé du consultat et je vais prendre deux hypothèses. Je suis une entreprise malienne, j'ai besoin du service d'un informaticien qualifié qui est fiscalement domicilié au Canada. Si ce dernier doit intervenir au Mali, forcément il sera passible de deux prélèvements. La TVA, qui est une prestation, est un impôt sur la consommation dans la mesure où le service est rendu au Mali, mais également de la retenue ici, l'impôt sur les bénéfices industriels commerciaux. Donc vous voyez que c'est un peu plus lourd, c'est prélèvement par rapport à ce consultant qui vient du Canada. Mais par contre, si ce même service est demandé à un consultant qui est fiscalement domicilié en France, on appliquerait seulement que la retenue à la source de la TVA. Ce consultant qui est fiscalement domicilié serait exonéré de l'impôt BIC, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Et un consultant malien également qui va en France, qui donne des consultations, doit supporter l'impôt PIC, l'impôt sur le revenu général en France, et il doit être exonéré. En principe, je parle sous le contrôle du grand frère Magangele et camarade des impôts, doit être exonéré de l'impôt BIC au Mali. C'est quelques éléments qui expliquent les avantages d'application de cette convention par rapport aux consultants ou aux entreprises qui sont fiscalement domiciliés en France, sont exonérés du paiement de l'impôt BIC au Mali, s'ils arrivent à justifier qu'ils sont fiscalement domiciliés. Alors, il y a d'autres questions qui sont intervenues par rapport à la date de dénonciation et le grand frère Magangele va intervenir sur ça, il avait répété. Par rapport à la notion d'établissement stable, c'est bien défini dans la Convention, la notion d'établissement stable. Je ne sais pas, comme Mme l'a dit, c'est une fiction. Les critères qui déterminent la notion sont bien énumérés dans cette Convention, comme au Mali également dans notre article 44 du CGI. Voilà en gros quelques éléments sur lesquels je pourrais donner quelques réponses. Je laisse le choix aux autres panélistes d'intervenir, comme le temps est très compté, pour donner leur appréciation par rapport aux préoccupations sur les deux. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le modérateur, vous m'entendez? Oui, Oui. oui, je vous Vous entends. m'entendez? Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien, monsieur Touré. Donc, nous allons demander maintenant à monsieur Magangile de nous donner son point de vue sur les différentes questions.
Merci, M. Magalou. Je réagis déjà par rapport à ce que M. Touré a dit. Pour ce qu'on appelle en fait les bénéfices de professions non commerciales, c'est-à-dire lorsque un notaire ou un avocat ou un conseiller fiscal ou un chargé d'études va en France pour aller faire une consultation là-bas ou bien pour aller défendre un dossier en France. Dès l'instant que ce professionnel indépendant ne dispose pas en France d'installation professionnelle, il n'est pas imposable en France. Il peut être payé en France et son imposition se fait au Mali, exclusivement au Mali. En France, il n'y a même pas de système de retenue à la source. Donc, ça, c'est clair et c'est précis. Ensuite, M. Diadje Soumaré avait parlé du cas des stagiaires et des étudiants. Les stagiaires et les étudiants, dans la nouvelle convention, on ne sait pas qu'est-ce que les revenus qu'ils vont avoir vont être soumis à quel type d'impôt. A priori, les pécules que reçoivent les étudiants ou les stagiaires en formation en France, ce n'est pas des montants qui permettraient d'asseoir une imposition. Mais cela n'enlève rien à la possibilité pour la France de les imposer. Si le revenu tel qu'il est payé est inférieur à la base du revenu minimum imposable en France à l'impôt sur le revenu, il pourrait échapper. Mais si c'est supérieur à ce minimum-là, il pourrait être imposé en France. Mais on ne sait pas, comme la dénonciation vient d'être faite, peut-être que la France pourrait, par mesure de tolérance et d'attirer les étudiants africains en France, pourrait prévoir l'exonération dans son droit interne cette fois-ci de l'exonération de ces revenus. Ensuite, M. Sidibé a parlé de la date de fin des 3 mois et pose la question par rapport aux problèmes qui pourraient être posés. Bon, en fait, normalement, c'est à la France de saisir par voie diplomatique le Mali pour lui dire que, bon, cher ancien ami, tu n'as pas respecté la convention. Mais, a priori, c'est trop tôt pour nous prononcer là-dessus. Mais la dénonciation est un acte politique. Hein. Il faudrait la considérer comme telle et ne pas la considérer comme un acte juridique. Hein, c'est vraiment une décision politique. Je pense qu'on l'a prise et puis on va l'assumer. M. Khan a posé la question, quelle est la date effective de la dénonciation? Ben, la date effective de la dénonciation restera la date conventionnelle jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice ou bien jusqu'à ce que les deux pays se rapprochent pour se parler. En dehors de ça, je ne pense pas que la date puisse être le 3 mars. Ça, c'est mon avis à moi. Ça n'engage que moi. Alors, l'article 10 des prix de transfert pourrait éventuellement supplier à... C'est vrai que il y a une nouvelle notion qui nous arrive également de l'OCDE et qui est d'ailleurs toute récente dans notre arsenal juridique, c'est les prix de transfert. Qu'est-ce que c'est les prix de transfert? Les prix de transfert, c'est lorsque des entreprises qui sont affiliées ou qui ont des liens soit de mère à fille ou entre filles, ou bien qui ont juste des liens assez poussés, même si ce n'est pas des liens juridiques prononcés, mais des liens de dépendance d'une manière générale, se facturent entre elles et que le montant de la facturation est supérieur au montant qu'auraient facturé deux entreprises qui ne sont pas dans le lien de dépendance. C'est ça la notion de prix de transfert. C'est encore plus compliqué que la convention. Mais c'est vrai qu'on gagnerait du temps et des moyens. C'est là peut-être qu'il y a de l'argent à se faire au niveau de l'administration malienne. Je pense que sur ce point, il y a beaucoup d'argent que le fisc pourrait appréhender. Mais à condition d'avoir des hommes formés pour cela et à condition d'avoir des outils de recherche qui permettent de comparer les prix entre les différents prestataires de même type. C'est-à-dire, je prends un exemple.
une société de prestation qui loue un tracteur ou bien un caterpillar à une société de BTP, la société de location et la société de BTP appartiennent au même groupe. S'ils se louent et que le prix que va facturer la société de location à la société de BTP est inférieur au prix que la société de BTP aurait payé à une société lambda avec laquelle elle n'a aucun lien, c'est là qu'on est dans le système de prix de transfert et c'est ce qu'on appelle les comparables dans le prix de transfert. Alors, Sidi Dajoko a parlé de la mesure de dénonciation est-elle positive ou négative pour le Mali? Bon, la décision, c'est une décision politique. Maintenant, économiquement et autres, je pense qu'il y a un intervenant qui a bien campé le décor en disant que, bon, du fait qu'on est à des niveaux de développement différents, ce qui est sûr, bon, a priori, nous, on devrait sentir un peu plus de coût que la France. Mais, il y a un mais. Parce que je pense que on surévalue la présence française dans les entreprises au Mali. En dehors de Air France et de quelques multinationales, je ne vois pas un tissu de PME français très intense comme en Côte d'Ivoire ou comme au Sénégal. C'est plutôt l'inverse. Par contre, toutes nos petites banques qui sont ouvertes à Paris, qui sont des filiales de nos banques maliennes, BDM, la BIM, BMS et toutes ces structures-là qui ont des bureaux de représentation en France, vont maintenant être passibles de l'impôt à plein pot en France. Et ça, il ne faut pas l'oublier également. Ensuite, la question du REAO. Bon, je pense, je peux répondre, le REAO n'a pas été contacté, mais peut-être que d'autres structures telles que le patronat ou la chambre de commerce ou la chambre des industries ou la chambre des mines ont peut-être été consultés, je n'en sais rien. Ensuite, la partie de l'entreprise bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Si j'en ai oublié, je pourrais revenir là-dessus. Je vous remercie. Monsieur le modérateur. Merci bien, Monsieur Makangile. Oui. Il y a une question, oui, je crois que Monsieur peut-être on risque d'oublier. Il y a un intervenant qui a posé une question par rapport à l'opportunité et par rapport aux dividendes occultes. Une question a été posée, le problème des dividendes occultes. Je crois qu'on en a parlé. C'est qu'au Mali, on a une spécificité, c'est les dividendes occultes, c'est-à-dire que certaines charges sont réintégrées, considérées comme des distributions occultes, assimilées à des dividendes, imposées comme telles, mais qui n'est pas prévu par la Convention. C'est de ça qu'on en a parlé. Je pense que la question était de savoir, surtout le problème des dividendes occultes de pas s'habiter. Ce sont des charges qui sont réintégrées, considérées comme des avantages occultes lors d'un redressement ou d'une vérification fiscale au Mali, qu'on assimile à des dividendes et imposés comme tels à un taux de 12%. Et ça pose une préoccupation parce que ce n'est pas prévu comme tel dans la Convention. Voilà, merci. Oui, j'aimerais juste réagir par rapport à compléter ce que tu as dit. C'est vrai que ce problème de dividendes traités d'occulte était un vrai gros problème par rapport à la fiscalité malienne. Parce que, en fait, l'administration fiscale n'applique même pas au vrai sens du terme la définition qui est donnée dans le code. Parce que c'est juste une présomption. Présomption de distribution. Et quand c'est une présomption de distribution, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve que ce montant-là a été bien distribué. Mais c'est l'inverse. Systématiquement, dès l'instant qu'il y a un redressement de BIC ou d'IS, on considère qu'il y a à la clé une distribution de dividendes. Donc ça, c'est également un de nos problèmes peut-être qu'il va falloir gérer en temps normal. Voilà. Merci beaucoup, Sori, et merci beaucoup, M. Touré. Donc, nous allons passer maintenant à M. Camara.
Donc, prenez votre temps pour répondre aux différentes questions parce que c'est très important que vous puissiez nous édifier davantage sur les questions, M. Camara. D'accord, Monsieur Macalou. Je vais tant si bien que mal essayer d'éclaircir un tout petit peu certains points, quand bien même que c'est difficile, toujours, je vous le dis, avec tous les respects que j'ai, d'intervenir après Maître Touré et Makangile. Donc, par rapport aux consultations, que la question a été posée par Jacqueté, et la question, c'est de savoir s'il y a eu des consultations, si les partenaires ont été consultés. Bon, en pareille décision, comme Jean-Marie l'a rappelé, c'est des décisions politiques. Même si consultation il y aura, ce serait uniquement que des consultations techniques. On pourrait consulter uniquement les services techniques de l'État pour savoir exactement la portée et l'impact de cette décision-là. Je pense que ces choses-là ont été déjà faites ici au Mali. Euh, Maintenant, l'impact de la dénonciation, cela peut engendrer des nouvelles ressources financières. Mais comme l'a dit Coram Rangele, il faut rester très, très prudent et faire une évaluation de l'après-dénonciation, de l'après-effet de la dénonciation pour savoir réellement en quoi la dénonciation a été efficace. Et cela me permet de me projeter sur la question de M. Chiri Danigo, qui dit si elle était positive ou négative. Il est trop tôt pour lui dire que c'est positif ou négatif, M. Danigo. Mais au regard de la situation, on peut dire que c'est selon les estimations, ça reste toujours des estimations, c'est une décision qui pourrait être positive. Maintenant, la raison, c'est aussi l'appréhension des recettes qui pourraient échapper, qui pourraient bien échapper au Mali et qui seraient imposées à l'avenir au Mali ici. Donc, ce serait l'effet positif et il y aura un tout petit peu, un peu le sujet d'il y a 2 semaines, l'élargissement, pas de l'assiette, mais quand même des revenus, des impôts au niveau du Mali ici. Donc, ensuite, on dit quels sont les moyens que l'État se donne pour les 3 mois à suivre. Bon, en général, c'est des gestions administratives qui vont suivre maintenant. Au prime abord, actuellement, nous gérons ces cas de convention par le fait que nous délivrons des attestations de résidence ou de non-résidence, ou d'imposition ou de non-imposition. Cela va forcément cesser. Ce sera maintenant des attestations de paiement qui seront données aux contribuables qui paieraient des impôts au Mali et qui seraient encore soumis à l'impôt à, à- en France. Donc, il est très difficile en ce moment je veux dire, les moyens ce sont des moyens administratifs que moi, en tout cas, je peux le dire actuellement ici, mais sous réserve d'autres décisions qui pourraient venir de la hiérarchie et que nous, techniquement, on va traiter et on va essayer de donner une réponse. Moi aussi, il y a une question qui a été posée et que Makangile a essayé de répondre. Il a dit à son avis. Et moi, je donnerai aussi un avis. Pour les étudiants, même si Makangile m'a précédé en France, pour les étudiants, en général, les revenus des étudiants ne sont pas assujettis à l'impôt, mais des stagiaires, parce que c'est des revenus tellement minimes qui n'atteignent pas les minimums. Mais ils sont déjà résidents français parce qu'ils passent tout, déjà les clercs de l'État là-bas. Ils sont considérés comme résidents français. Et dès lors que les conventions sont dénoncées et que cette dénonciation prend effet, l'impact, c'est l'imposition se fera uniquement maintenant sur les revenus des sources nationales, c'est-à-dire la territorialité des revenus qui serait dénoncée. À mon avis aussi, c'est la territorialité pour moi qui va être faite et dès lors que il y a un revenu qui échapperait à l'impôt en France et que vous ne pourriez pas justifier les paiements au Mali, on vous dira de payer l'impôt au Mali et forcément ce sera les cas inverses en France aussi, on va vous demander de payer l'impôt en France sur ce dont vous n'avez pas pu justifier au Mali que vous avez fait l'objet des paiements. Et c'est vrai qu'il y a moins de PME qui interviennent au Mali, mais il y a de plus en plus de multinationales françaises qui interviennent beaucoup plus
dans certains aspects techniques des grands travaux réalisés au Mali. Nous sommes ici, on les a constatés ça et là, et je ne pourrais pas donner plus de précisions par devoir des réserves, mais croyez-moi que cette dénonciation peut-être pourrait faire en sorte que les Mali gagneraient à peu près, si c'était fait il y a un peu de temps, un peu de sous quand même, selon les petites estimations que je pourrais faire ici au niveau de la législation, mais je ne pourrais pas donner des chiffres. Mais quand je suis en même temps le chat, il y a il y a M. Sidibé qui demande quelle est l'estimation des recettes fiscales conséquentes de cette dénonciation. C'est ce que je vous dis, M. Sidibé, il n'y a pas d'évaluation qui est faite officielle, qui est faite pour donner, c'est les estimations. Ces estimations-là, je ne peux pas vous les divulguer. Moi, je ne peux pas, je ne suis astreint à cela puisque j'ai participé un tout petit peu à ce processus-là un peu. Voilà. Donc, permettez que je ne m'aventure pas trop là-dessus. Voilà. Donc, voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire sur les questions. Et j'ai été rassuré par les propos de M. Soumaré qui dit qu'il n'y a pas beaucoup d'impact en ce qui concerne les investissements avec cette rupture de convention. Nous osons espérer que cela n'aurait pas et que, au contraire, cela pourrait amener les binationaux qui investissent surtout au Mali dans un domaine qui est beaucoup plus exonéré, c'est l'agriculture. En tout cas, ce sont les statistiques que nous avons ici. Et ils sont aussi accompagnés par l'École des investissements. Et Modérateur, vous m'entendez? vous m'entendez? Non, oui, maintenant je vous entends. Oui, maintenant, je vous avais perdu 10 secondes. Là. Oui, oui, c'est Allez-y, vrai. monsieur Camara. Oui. Donc, je disais que les binationaux sont accompagnés et investissent beaucoup dans le domaine de l'agriculture et très souvent, ils sont accompagnés par le Code des investissements et je pense que ils seront pas beaucoup affectés par ces mesures-là de dénonciation des conventions fiscales. Donc, je pense que grosso modo, c'est ce que je pourrais apporter en réponse, en fait, sous réserve de ne pas trop m'aventurer sur certains chiffres aussi. Voilà, merci bien. Merci bien, monsieur Camara. Merci beaucoup. On sait que vous avez un devoir de réserve. Vous n'avez pas voulu vous aventurer, mais bon, on a quand même beaucoup appris avec vous. Donc, monsieur Soumaré, vous pouvez Oui, intervenir. juste peut-être la réponse à Madame Soukouna qui demande par rapport à l'IS payé au Mali et l'impôt sur le revenu en France. Encore une fois, tout va dépendre d'où la personne est établie. Pour la France, à partir du moment où vous êtes établi là-bas plus de 6 mois, vous êtes censé payer l'impôt sur le revenu en France. Et M. Camara l'a dit, c'est pareil pour les étudiants. À partir du moment où vous êtes établi en France, vous êtes assujetti aux taxes locales et à l'impôt sur le revenu si vous déplacez les plafonds. Peut-être pour revenir sur M. Camara et M. Makangile, c'est vrai que jusqu'à présent, on ne s'est pas appesanti sur les revenus des étudiants maliens, mais comme il a été dit dans le webinaire, c'est une décision politique. Et la crainte, c'est que pour des raisons politiques aussi, on aille regarder vers des choses pour lesquelles historiquement on n'a pas l'habitude de regarder, peut-être dans un jeu, voilà, peut-être que tout le monde voit où est-ce que je veux en venir. Ça, c'est une appréhension de la jeunesse. Et pour répondre à M. Danioko, est-ce que cette mesure est positive ou négative? J'ai envie de dire, ça dépend de là où on se positionne. D'un point de vue macroéconomique, je pense que M. Makalou pourrait répondre mieux que nous. Mais nous, en tant qu'acteurs qui intervenons sur le double espace, les étudiants, les jeunes, etc., ça peut être préjudiciable. Maintenant, je ne dis pas que pour le Mali, ça sera préjudiciable. Je dis pour nous, les acteurs qui intervenons sur ce double espace, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un accompagnement technique et fiscal quand on est entrepreneur, surtout une start-up. Pouvoir faire des montages fiscaux, savoir que pour ne pas payer l'impôt en France, il faut rester plus de 6 mois au Mali, etc. Ça peut être des contraintes pour des investisseurs. Et oui, j'ai dit qu'effectivement,
ça ne devrait pas être un frein pour les investisseurs de la diaspora, mais à condition qu'on les accompagne encore une fois et qu'ils comprennent ce dont il s'agit. Donc, je mets cet accent sur la communication pour qu'on puisse comprendre les tenants et les aboutissants de ce traité. Oui, Merci beaucoup, Monsieur Soumaré. Monsieur Makangile et Monsieur Ahmed Touré, si vous voulez parler encore 2 minutes, je pense que ce serait possible. Si vous avez des choses à ajouter avant qu'on aille vers la conclusion. J'aimerais réagir par rapport encore à cette histoire des étudiants-là. Monsieur Camara le sait très bien pour avoir étudié en France et pour avoir étudié dans l'administration fiscale française. Le système en France, les impôts, c'est une industrie. Ce n'est pas que des recettes, c'est vraiment une vraie industrie. Et il faut des calculs de taux de rentabilité et de rendement de l'impôt. Une imposition des étudiants qui va mobiliser peut-être 3 ou 4 services pour avoir 200 ou 300 000 euros, je ne pense pas que la France irait dans un truc comme ça. Mais ceci dit, c'est pour toi que je vous ai parlé tantôt du niveau de revenus. Parce qu'on n'a pas défini le plancher et le niveau des revenus des étudiants. Parce que s'il y a des étudiants qui reçoivent 30 000 euros par mois, c'est sûr que bon, ce n'est plus une sécu pour subvenir à des besoins d'étudiants. Mais je ne pense pas que ce soit le plus important, c'est les entreprises, vraiment. C'est le but des conventions, c'est vraiment pour permettre le flux et l'investissement. Et c'est vrai que, tantôt j'ai dit qu'il y aura très peu d'impact au niveau de certains types de contribuables, mais il y a un autre type de contribuables qui sont les multinationales, où il y a des redevances de marque, où il y a des coûts de prestations, de siège, des trucs comme ça. Ben, maintenant, tous ces éléments-là vont supporter la République du BC à 15%. Mais le problème qui va se poser, c'est que le monde est devenu tellement mondialisé que les groupes également font leurs études en mondialisant, si je peux me permettre le terme, le poids de l'impôt en fonction de leur lieu d'implantation. S'ils se rendent compte que en facturant depuis Paris ou depuis une ville française, il y a la retenue TVA et la retenue IBC, ben, ils vont regarder du côté de leur filiale de Côte d'Ivoire ou du Sénégal, où il y a une convention pour éviter la double imposition. Donc, ça ne va pas être aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Et toutes les évaluations qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est les évaluations de l'état actuel des modèles économiques. Une fois que les entreprises vont décider de rester au Mali, ben, elles vont forcément changer de modèle économique. Et là, on ne peut pas le prévoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sori. Maître Touré, un dernier mot? Non, juste vraiment pour compléter et dire un mot qu'avec l'avènement de cette négociation, il va falloir que l'administration fiscale également se positionne pour mieux appréhender les nouveaux consultants investisseurs provenant d'autres pays, parce que les consultants ou les investisseurs français vont pouvoir changer de domicile fiscal pour toujours intervenir au Mali. Donc, une nouvelle situation va se créer et ce serait mieux que notre administration fiscale également s'adapte à cette nouvelle situation parce que les investisseurs français vont prendre d'autres postures toujours pour intervenir au Mali si vraiment elles ont intérêt. Merci beaucoup. Je voulais dire un mot, monsieur le modérateur. Allez-y, Monsieur Camara. Il y a une question qui est posée par Khan. Il y a une question qui est posée par Khan qui est de savoir si le code des investissements n'atténue pas l'impact sur les filiales qui viennent investir au Mali. C'est ce que je disais tout à l'heure à M. Soumaré, que le code des investissements permettait vraiment d'accompagner largement les investisseurs étrangers qui venaient
mais qui voudraient venir investir au Mali. Par ailleurs, pour rebondir à la question de monsieur Maître Touré, que l'administration fiscale doit prendre les devants pour soyez-en rassurés, nous sommes en train d'essayer de mettre à jour les différents logiciels par des rencontres et les contacts et nous allons prendre d'ici le début de la nouvelle année les mesures qu'il faille. Mais comprenez, vous avez entendu au début du débat les chiffres qui sont donnés par M. Makalou que les impôts devraient recouvrer cette année. Nous ne sommes pas encore en fin d'année et nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, même si nous y sommes presque. Permettez-nous d'atteindre d'abord l'objectif de cette année et ensuite de réfléchir sur les éventualités, même si les équipes sont, même si les tâches sont largement partagées. Et franchement, je remercie aussi l'assistance des CNPM, et les publics, les modérateurs et les prédécesseurs pour les débats enrichissants. Et je m'excuse de l'absence d'hier qui était technique parce que nous n'avons pas reçu à temps le courrier du CNPM. Et malheureusement, il a fallu que M. Cissé se batte et que j'aille bousculer un peu la hiérarchie pour que je puisse participer à ces webinaires d'aujourd'hui. Et ce fut une expérience inouïe et très enrichissante pour moi. Ouais. En tout cas, votre présence est vraiment vitale, importante, et nous apprécions vivement ce que la hiérarchie a fait pour que vous puissiez participer. Et vraiment, on salue cet esprit positif de dialogue public-privé au Mali encore. Bon, il nous reste 5 minutes. Moi, je vais essayer je ne sais pas si je pourrais ramasser, mais en tout cas, je vais dire quelques mots et puis laisser au CNPM le loisir de clore ce webinaire. Je vais revenir encore une fois au titre de la convention, hein, qui a été signée le 22 septembre 1972. C'est la convention entre le gouvernement français et le gouvernement de la République du Mali tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre. Donc, vous avez bien compris que le 5 décembre 2023, cette convention fiscale a été dénoncée. Et donc, maintenant, pour ramasser rapidement, mais avant cela, les chiffres macroéconomiques sont toujours encore là, c'est que la pression fiscale qui fait partie des critères de convergence de second rang de l'UEMOA, qui réunit les 8 pays qui ont partagé le franc CFA, dans la loi des finances rectifiées, la norme est de 20%, les recettes fiscales nettes par rapport au PIB, par le produit intérieur brut, étaient de 14,6% au Mali en 2023 dans la loi des finances rectifiées. Et le gouvernement compte atteindre 14,8% en 2024 dans le projet de loi de finances 2024. Vous voyez qu'on est loin de l'objectif de 20%. Donc, c'est ce dont M. Camara parlait. Mais aussi, le déficit budgétaire, la norme est que le solde budgétaire dont inclus ne devrait pas dépasser 3% du PIB. Mais au Mali, nous sommes à 4,2% dans la loi de finances rectifiée 2023. Et le gouvernement tente de ramener ça en dessous de 4%, donc 3,7% exactement. Donc, des efforts doivent être faits pour la mobilisation des ressources internes. Et j'ai dit encore, sur les 2300 et quelques 87, si je ne me trompe pas, de recettes budgétaires, les impôts et la douane doivent apporter près de 90%, près de 2100 milliards, et 55% pour les impôts, 35%, 37% pour la douane. Donc, il y a des efforts qui doivent être faits dans tout cela. Mais nonobstant tout cela, je pense que aussi, il faut tenir compte que les entreprises françaises, qu'elles soient de droit malien ou non, les investisseurs français au Mali sont le second investisseur privé au Mali. Donc, cette dénonciation aura certainement des conséquences. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas de baguette magique. Je pense que dans un an, nous pourrons mieux évaluer ce que cela va ressortir de tout cela. Mais je vais ramasser très rapidement ce que les uns et les autres ont dit, qui sont des commentaires très importants.
Par exemple, M. Touré a parlé des différentes conventions fiscales qui existent. Il a fait l'état des lieux. Il a parlé des champs d'application. Et aussi, il a parlé des droits d'enregistrement et de timbre, etc. M. Maganguilé a parlé surtout des notions de base, des traités bilatéraux et aussi les aspects des traités communautaires. Et il a parlé du fait que le sujet dont nous parlons, c'est-à-dire la double imposition ou non double imposition, est un sujet récurrent et d'actualité. Et aussi le REAO, il a parlé du REAO en tant qu'outil de dialogue public-privé. Il a aussi parlé des acteurs physiques, des acteurs qui soient physiques ou moraux, des territoires et aussi des domiciles, de la domiciliation, des réformes fiscales au Mali et des nouveaux modèles de convention, notamment ceux de l'OCDE, des Nations Unies aussi. Et il a parlé de ce qui est très important à mon avis, c'est l'article 44. Moi, je n'en ai pas parlé, j'ai fait plusieurs interviews sur le sujet, je me suis gardé de ne pas parler sur ce sujet. C'est la clause de dénonciation. Et évidemment, Souri en a parlé, et c'est effectivement cela que l'article 44 définit clairement les conditions de dénonciation, et ça n'a pas été le cas. Et c'est la Convention de Vienne qui a été injustement évoquée pour faire cela. Mais je pense que tout ça, c'est de la politique. Et maintenant, M. Camara a parlé de la non-double imposition et des conventions OCDE et Nations Unies. Et aussi, il a quand même défini la notion de résidence et de la source de revenus, qui sont deux aspects très importants en matière d'impôt sur les revenus. Il a parlé des conventions avec d'autres pays, environ 7 ou 8 pays. Et ensuite, M. Camara a parlé des conventions multilatérales et il a parlé aussi de l'article 8, alinéa 4, qui aborde le problème des dividendes, la question des dividendes. Ensuite, M. Soumaré a parlé des différentes spécificités, je pense que Souri aussi l'avait mentionné, du droit fiscal malien et français. Les spécificités sont évidentes. Et les contraintes aussi, M. Soumaré a parlé des contraintes, un plaidoyer pour les investissements au Mali. Il semblerait, en tout cas son avis, qu'il n'y aura pas tellement de contraintes par rapport aux investissements au Mali. Nous l'espérons sincèrement. Et on a parlé aussi des étudiants maliens et des inquiétudes qui pourraient survenir par rapport aux bourses ou aux pécules qu'ils vont recevoir à partir du pays. Et il a aussi dit quelque chose de très important, la perception par rapport à la communication. Effectivement, je pense que l'État malien devrait renforcer la communication à travers le ministère des Finances et la direction des impôts pour mieux expliquer, en tout cas, ce qu'ils attendent de cette dénonciation et édifier davantage les opérateurs économiques et les particuliers pour rassurer, parce qu'il ne faut pas que la rumeur enfle et prenne le dessus sur la réalité. Et je pense que ce webinaire vise à renforcer quand même la réalité des choses plutôt que la rumeur qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, il y a eu les différentes questions des intervenants et je pense que, en tout cas, moi, je remercie sincèrement vous tous qui êtes présents par rapport à cette discussion importante, mais surtout les organisateurs qui ont quand même été à tâche d'œuvre pour organiser cela en un délai si court, et vraiment mes félicitations au CNPM, aux panélistes, aux organisateurs et à l'État malien pour avoir répondu favorablement dans des délais très serrés. Vraiment, je ne peux que m'en réjouir. Sur ce, moi, je vous remercie tous et je pense que, j'espère que, en tout cas, cette session a été fructueuse et que nous allons continuer à suivre parce que, évidemment, dans notre pays, le problème, c'est l'administration étant en continuité. Il faut bien qu'on continue à suivre les événements parce que c'est très important pour la vie socio-économique de notre pays. Sans tarder, je vais passer la question au CNPM. Monsieur Danyoko est là, le président Danyoko est là pour clore ce webinaire. Merci. Oui, Bonne merci, soirée. monsieur Mac. Merci à vous. Je pense que je vais déjà commencer à demander à monsieur Boubacar Diallo, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre prévu au programme? Vous avez des messages ou des informations avant de clôturer? Non, je pense qu'il n'y a rien de spécifique. Ayouba, je pense on a vidé le sujet. Est-ce que C'est bon, le sujet est vidé. D'accord. Voilà. Très bien. Mais il me reste plus que d'abord qu'à remercier tous nos intervenants
Je commencerai par effectivement le modérateur qui a mené cette discussion avec la qualité que nous lui reconnaissons et nos différents modérateurs qui nous ont fait le plaisir de nous faire partager leur connaissance, leur maîtrise de ce sujet. Et nous avons compris que effectivement maintenant nous comprenons mieux le concept. Nous avons aussi maintenant plus de notions par rapport au contenu de la question problématique de la double imposition, qui a priori est technique, mais quand c'est bien expliqué par des spécialistes du sujet, la compréhension est beaucoup plus facile. En cela, nous remercions tous nos panélistes, M. Camara, qui représente la DGI, qui, à travers sa présence, symbolise le dialogue public-privé, qui est très important dans notre pays et qui est très dynamique ces derniers mois, puisque chaque fois que le patronat sollicite l'État à travers ses démembrements pour venir discuter et débattre avec nous, ils répondent favorablement. Merci à M. Camara pour votre présence. Nos panélistes spécialistes de la fiscalité, M. Makangile, M. Moribo Touré, qui nous ont gratifié de toute leur maîtrise de ce sujet-là. Djadje Soumaré, notre entrepreneur qui était là pour partager avec nous les préoccupations et le point de vue de l'entrepreneur malien de la diaspora, mais qui a investi au Mali, qui fait des business donc, dans le pays et qui connaît un peu les problèmes de deux côtés. Donc, tout cela mis ensemble avec notre modérateur nous a donné des éléments d'appréciation. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que cette mesure aura des conséquences, mais il est peut-être pour l'instant un peu prématuré d'évaluer ces conséquences, à savoir si elles vont être positives ou négatives. Il va falloir attendre un peu. D'ailleurs, je pense que le CNPM se fera un devoir de réunir encore les compétences qui sont là pour que peut-être au moment opportun, pour qu'on puisse faire les évaluations qu'il faut, puisqu'elle aura des conséquences. On sait que la Convention de non-double imposition existe avec plusieurs pays, mais c'est surtout le cas de la France qui a été dénoncé, et la France est le deuxième investisseur de notre pays, donc notre modérateur Makalou l'a signalé. Donc, ça aura des conséquences, lesquelles seront-elles positives, seront-elles négatives? On aura l'occasion on va suivre ensemble et faire les évaluations qu'il faut pour en tirer les enseignements. Sur ce qui est de la fiscalité, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve sur ce sujet. On avait parlé de la question de l'élargissement fiscal il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, nous parlons de la non-double imposition. Ça montre que c'est un sujet qui touche très sensiblement, déterminant pour l'avenir des entreprises, surtout en ce moment. J'espère que, M. Camara, la prochaine fois qu'on va vous appeler, ça sera peut-être pour parler de la pression fiscale, parce qu'elle est très forte en ce moment-là, ces derniers temps. Donc, ça risque d'être le prochain sujet de notre webinaire. Et donc, parce que nous recevons beaucoup de remontées de nos membres sur la fiscalité ces derniers temps. Donc, il est indiqué que nous nous retrouvons assez souvent dans les jours et les périodes à venir. Ceci dit, je vous transmets les salutations cordiales du bureau du CNPM, du président du CNPM et à tous nos membres qui sont présents sur ce groupe pour votre présence et vos participations, vos échanges, vos questions, vos contributions. Et puis, on se retrouve très, très vite sur d'autres sujets. Toujours des sujets qui nous seront signalés par les entreprises. C'est elles qui nous attirent notre attention sur les sujets pour lesquels elles veulent être éclairées. Et c'est ce qui amène le CNPM à traiter ces sujets. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci.